Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un partage d'expérience. Comme vous le savez, je suis propriétaire donc de deux immeubles depuis l'année 2015, fin 2015 exactement. Et pendant l'année 2016, il m'est arrivé quelque chose de particulier. En fait, j'ai un de mes locataires qui ne m'a pas versé son loyer pendant plus de 10 mois. Oui, exactement pendant plus de 10 mois. Donc pour vous raconter toute cette histoire, j'ai décidé de vous raconter tout ça en trois grandes parties. En fait, c'est une structure que j'appelle la structure CEL. Donc la première partie, je vais vous expliquer le contexte. En fait, je vais tout simplement poser le décor afin que vous puissiez bien comprendre ce qui va venir après. La deuxième partie, ça va être une partie explication. Donc je vais tout vous raconter. Et dans cette partie-là, vous allez savoir à quel moment le locataire a cessé de me payer. Vous allez savoir pourquoi la CAF a cessé de me verser les allocations de mon locataire. Vous allez savoir à quel moment j'ai compris ce qu'il se passait exactement. Je vous dirai qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de résoudre le problème. Je vous dirai également à quel moment le locataire est finalement parti. Et je vous dirai également comment j'ai fait pour récupérer les 2/3 des loyers que mon locataire ne m'avait pas versés. Et enfin, pour la troisième partie, c'est une partie leçon à tirer. Donc, je vais vous dire quelles sont les trois choses, en tout cas moi, que je tire de cette expérience. Et ce sont des choses qui pourront, je pense, vous aider dans vos investissements actuels ou dans vos futurs projets immobiliers. Donc, comme d'habitude, programme riche et concis, juste après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est donc de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo si vous êtes sur YouTube ou sur la page si vous êtes sur Facebook. Et la deuxième, je vous invite à télécharger vos cadeaux de bienvenue. Donc si c'est la première fois que vous me découvrez, que vous voyez une de mes vidéos, je vous invite à télécharger vos cadeaux. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description ou un bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc il s'agit de mon étude de cas, 2 immeubles en 3 mois, qui montre comment j'ai acquis 2 immeubles en si peu de temps, et je vous donne beaucoup de détails, beaucoup de données chiffrées, donc c'est une étude de cas assez intéressante, du moins par rapport au retour que j'en ai. Et votre deuxième cadeau, ce sera mon e-book, les 10 commandements de l'investisseur à succès, qui vous aidera fortement si toutefois vous êtes débutant dans l'investissement immobilier. Alors, première partie, contexte. Donc comme vous le savez, je suis propriétaire donc de 2 immeubles qui se trouvent à Saint-Quentin, que j'ai acquis en fin 2015. Et donc le locataire concerné se trouve dans le premier immeuble que j'ai acheté, donc c'est un immeuble de 3 appartements, un immeuble dans lequel les locataires étaient déjà présents lorsque j'ai fait l'acquisition de cet immeuble. J'ai donc signé chez le notaire l'acte définitif le 31 octobre 2015. Voilà, donc je suis propriétaire de cet immeuble depuis cette date. C'est un immeuble qui est donc géré par une agence immobilière et les 3 locataires qui sont dans cet immeuble payent une partie de leur loyer avec la CAF, c'est-à-dire qu'ils perçoivent des allocations logement, et généralement ces allocations logement représentent 2/3 du loyer, et ces allocations me sont versées directement en tant que propriétaire, du moins directement à l'agence qui gère les biens, et ensuite l'agence me fait le versement. Deuxième partie, explication. Alors, le 31 octobre 2015, je suis officiellement propriétaire de l'immeuble de 3 appartements, occupé par 3 locataires. Donc le locataire concerné, on va l'appeler Monsieur X, d'accord? Alors, novembre 2015, je touche mes premiers loyers. Monsieur X paye son loyer, du moins sa partie de loyer, et je reçois de la CAF ses allocations logement. Décembre 2015, pareil, Monsieur X paye bien son loyer, je reçois bien ses allocations logement, tout va bien. Janvier 2016, pareil, Monsieur X paye son loyer, je reçois ses allocations logement, jusqu'ici, tout va bien. Février, ça commence à se corser. Je ne reçois pas la partie de loyer de Monsieur X, mais je reçois les allocations logement de Monsieur X. Donc je reçois 2/3 du loyer de la part de la CAF, mais Monsieur X, lui, n'a pas payé son tiers de loyer à lui. On se pose des questions avec l'agence, on appelle Monsieur X, on essaie de le joindre, pas de nouvelles. Un mois se passe. Mars 2016, Monsieur X ne paye toujours pas sa partie de loyer, donc c'est la deuxième qui ne paye pas.
et la CAF ne verse pas les allocations de Monsieur X. Donc là, panique, parce que moi justement, si j'ai acheté ces immeubles-là, cet immeuble-là, c'est parce que les locataires étaient en place et qu'ils touchaient la CAF, et que comme la CAF verse 2/3 du loyer, pour moi, j'étais entre guillemets assuré d'avoir 2/3 de loyer, même si le locataire ne payait pas. Et si là, au mois de mars, j'ai remarqué, j'ai vu que la CAF n'a pas payé, je me suis dit, mais mince, si la CAF ne paye plus, donc là, je suis en risque sur tout le loyer. Donc, branle-bas de combat, j'essaye d'appeler Monsieur X, l'agence essaie d'appeler Monsieur X, on n'arrive pas à le joindre, on appelle la CAF veut pas nous répondre pour l'instant, elle nous dit d'envoyer un courrier. Le mois de mars se passe, fin mars, donc du coup, l'agence envoie enfin un courrier, n'ayant toujours pas de nouvelles à la CAF, n'ayant toujours pas de nouvelles de Monsieur X, donc je demande à l'agence de faire un commandement de paiement, donc c'est-à-dire que c'est l'agence qui mandate un huissier, donc, et qui va essayer de trouver Monsieur X pour lui ordonner de payer ce qu'il doit. Avril 2016, toujours pareil, Monsieur X ne paye pas, la CAF ne paye pas, et j'ai toujours pas de retour de la CAF. Fin avril, je relance la CAF une énième fois, qui me dit on est fin avril et votre dossier il n'est pas encore traité parce qu'on est encore à la journée du 22 mars, hein, donc vous voyez, hein, je vous laisse deviner. Mai 2016, pareil, pas de versement, pas de paiement. Juin 2016, pas de versement, pas de paiement. Juillet 2016, pas de versement, pas de paiement. Vous vous doutez bien que moi, je commence à bouillir. Août, c'est pareil. Pas de nouvelles de la CAF. Le dossier est en cours de traitement. Donc voilà en tant qu'investisseur hein, ce qui peut vous attendre. Et enfin septembre 2016, là voilà, on a enfin compris ce qui se passait. La CAF envoie un courrier et explique la raison pour laquelle elle a suspendu les versements des allocations de Monsieur X. Parce que moi, quand j'appelais la CAF, je demandais est-ce que Monsieur X était toujours dans le logement. La CAF voulait pas me répondre. Parce que la CAF me disait oui, on n'est pas habilité, on n'est pas habilité. Et vous verrez, si vous n'êtes pas encore propriétaire, lorsque vous serez propriétaire et que vous aurez des locataires dans votre logement, si vous appelez la CAF, vous allez voir que vous allez être le grand méchant loup, hein, je vous préviens. Donc en septembre, on a des nouvelles de la CAF. Voilà ce que nous explique la CAF. La CAF a décidé de suspendre les loyers parce que le logement n'est pas aux normes. Moi, évidemment, je ne comprends pas ce qui se passe. Et en fait, j'ai trouvé ce qui se passait. Avec l'agence, on a trouvé ce qui se passait. Monsieur X est rentré dans l'appartement en avril 2015. En avril 2015, je n'étais pas propriétaire de l'immeuble. Lorsque Monsieur X est entré dans le logement, il a demandé au propriétaire donc de l'époque s'il pouvait bénéficier du FSL. Alors le FSL, c'est le Fonds de Solidarité Logement, c'est un organisme, hein, je répète, c'est le Fonds de Solidarité Logement. C'est un organisme qui accepte de payer le dépôt de garantie à la place des locataires. Mais pour cela, il faut que le propriétaire accepte que le locataire fasse la demande auprès du FSL pour le dépôt de garantie. Et donc c'est ce qui s'est passé. Mais quand le FSL s'en mêle, il ne fait pas juste un chèque pour le dépôt de garantie. Avant que le FSL donne l'argent du dépôt de garantie, le FSL vient visiter le bien. Donc c'est-à-dire qu'en avril 2015, souvenez-vous, je ne suis pas encore propriétaire de l'immeuble, en avril 2015, le FSL est donc venu dans le logement pour visiter le logement, pour l'inspecter, et le FSL a remarqué à ce moment-là qu'il y avait des petites anomalies à l'électricité et au niveau des aérations. Et donc le FSL a dit aux propriétaires de l'époque, voici un petit rapport de 2 pages où on vous demande, vous propriétaires, de faire ces petits travaux-là pour que le logement soit aux normes. Et quand vous, propriétaires, vous aurez fait ces travaux et que vous aurez justifié par des factures, vous envoyez la facture à nous, FSL, et à ce moment-là, on versera le dépôt de garantie. Mais ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que lorsque le FSL passe dans le logement, il envoie aussi parallèlement un rapport à la CAF en disant « Moi, FSL, j'ai visité ce logement, pour moi, il y a des anomalies, donc ce logement n'est pas aux normes, donc si dans 6 à 8 mois, on n'a pas eu de nouvelles du propriétaire
qui justifie que les travaux ont été faits, on suspend les allocations. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que en avril 2015, le propriétaire de l'époque devait faire des travaux pour remettre le logement aux normes aux yeux du FSL. Le FSL a envoyé un courrier à la CAF en disant si dans 6-8 mois on n'a pas de justificatif de travaux, on coupera les allocations, et c'est ce qui s'est passé. Et vous avez vu, le locataire a arrêté de payer en février 2016. La CAF a arrêté de verser en mars 2016, et ce n'est seulement qu'en septembre 2016 que la CAF m'a enfin répondu pour savoir ce qui se passait. Et pendant ce temps-là, je n'ai rien touché. Donc évidemment, maintenant qu'on sait ça, branle-bas de combat, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre la situation? Eh bien, il faut justifier que les travaux ont été faits. Alors, pour justifier que les travaux sont faits, il faut un devis. Mais pour faire un devis, il faut qu'un artisan vienne dans l'appartement. Mais pour qu'un artisan vienne dans l'appartement, il faut que le locataire soit là et qu'il ouvre la porte. Mais nous, on n'arrive toujours pas à joindre le locataire depuis des mois. Quand je dis nous, je parle de l'agence et moi. On n'arrive toujours pas à joindre le locataire depuis des mois. Donc c'est le chien qui se mord la queue. Comment rentrer dans l'appartement pour vérifier que les travaux ont bien été faits ou pour faire un devis? Donc là, on est au mois de septembre 2016, j'appelle l'ancien propriétaire. Au départ, il est consignant, il me dit qu'il a fait les travaux, je lui demande s'il a une facture, il me dit non, il n'a pas fait les factures, il a fait ça lui-même. Oh là 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 là, donc je lui dis, ah non, ça va pas être possible. Donc je lui dis, voilà, je vous rappelle. Dans mon malheur, donc on est toujours en septembre 2016, dans mon malheur, un artisan appelle mon locataire, monsieur X. Il laisse un message en disant, je suis l'artisan, j'ai besoin de faire un devis dans l'appartement. Rappelez-moi. Et monsieur X rappelle. Alors qu'il n'avait pas donné signe de vie depuis des mois. Il rappelle l'artisan et il lui dit, ok, je serai dispo tel jour. Monsieur X vient pour faire le devis, l'artisan vient faire le devis et il dit à monsieur X, par contre, je devrais revenir pour faire les travaux. Monsieur X précise qu'il n'est pas souvent dans l'appartement. Et donc, monsieur X laisse une double des clés à l'artisan. Alors bon, tant mieux pour moi, quelque part. Donc, suite à cela, l'artisan me contacte en disant qu'il a pu faire le devis dans l'appartement. Il me dit qu'il y en a pour un billet il y a 1026 € de travaux exactement, pour refaire des petits travaux d'électricité et puis refaire des travaux au niveau de l'évacuation à la VMC. Moi, j'appelle l'ancien propriétaire pour lui dire, écoutez, les travaux n'ont pas été faits, j'ai un devis, donc vous me devez 1026 €. Évidemment, l'ancien propriétaire n'est plus coopératif. J'appelle le notaire qui me dit, il faut voir avec le propriétaire. Non, c'est l'agence. J'appelle l'agence qui me dit, non, il faut voir avec le notaire, parce que moi, je ne comprends pas, puisque lorsque j'ai signé le compromis le 31 octobre chez le notaire, l'ancien propriétaire s'est quand même engagé, a quand même dit qu'il n'y avait pas d'arriéré sur l'immeuble, sur les appartements, que tout est en règle. Or, il y avait cette histoire au niveau du FSL où il y avait des choses à remettre aux normes, et c'est des choses dont moi, je n'étais pas au courant. Bon, finalement, j'ai mis ma protection juridique pour l'ancien propriétaire, et puis bon, voilà, on va parler d'autre chose. Finalement, on arrive en octobre 2016, donc j'ai demandé à l'artisan de faire des travaux. Ensuite, une fois que l'artisan a fait les travaux, j'ai contacté le FSL pour dire que les travaux étaient faits et qu'il pouvait venir pour constater et vérifier les travaux. Donc, en novembre 2016, le FSL est venu à vérifier que les travaux étaient faits, et donc il a attesté que les travaux étaient aux normes. Donc le FSL a ensuite envoyé un courrier à la CAF pour dire que les travaux ont été faits, en mettant en pièce jointe le justificatif avec donc la facture. Et c'est seulement en janvier 2017 que j'ai eu un courrier de la CAF qui me dit deux choses, qui me dit le locataire est parti depuis septembre. Vous vous rendez compte? J'apprends au mois de janvier 2017 par la CAF que le locataire qui occupait mon appartement est parti depuis le mois de septembre 2016. Et la CAF ne m'en a pas informé. Malgré tous les appels que j'ai faits où j'ai essayé d'avoir l'information, la CAF me disait je suis pas habilité à vous répondre, je suis pas habilité, je suis pas habilité. Je leur disais donnez-moi quelqu'un d'habilité qui est habilité alors. Ah non, on donne pas ces informations, voilà, confidentialité, locataire, etc. Donc moi j'étais assez énervé. Néanmoins, la CAF
m'a quand même envoyé parallèlement à ça un chèque d'un peu plus de 2000 €. Alors ce chèque représente en fait toutes les allocations logement qui auraient dû m'être versées, donc pendant la période où je n'ai rien reçu. Et donc, du coup, il y a eu un effet rétroactif. C'est-à-dire que lorsque la CAF suspend le versement des allocations parce que le logement n'est pas aux normes, en fait, la CAF attend juste que, en tant que propriétaire, vous remettiez le logement aux normes, et une fois que le logement est remis aux normes et que vous avez les justificatifs qu'il faut, la CAF verse rétroactivement ce qu'elle aurait dû vous verser. Voilà, tout simplement. Donc, quelque part, j'ai quand même récupéré les 2/3 des loyers donc qu'aurait dû me payer Monsieur X, mais j'ai quand même du coup perdu 1/3, donc qui représente un peu plus de 1000 €, et j'ai quand même dû faire 1026 € donc de travaux de remise aux normes pour pouvoir débloquer tout ça. Donc, voici le partage d'expérience. Je vais m'arrêter là parce que c'est l'essentiel, parce que ça continue, mais je pense que là, j'en ai dit assez. Donc, pour arriver à la troisième partie de cette vidéo, quelles sont les leçons à tirer? Alors moi, j'en tire 3 leçons essentiellement. La première leçon, il faut absolument anticiper les risques. Pour ça, il vous faut de la trésorerie. Parce que si vous avez un problème comme ça, si vous n'avez pas de trésorerie, vous serez quand même un peu embêté. Alors, moi, j'avais de la trésorerie, mais quelque part, même sans avoir de trésorerie, je m'en suis quand même sorti. Parce que dans mon calcul, quand j'ai acheté cet immeuble-là, j'ai fait en sorte que 2 appartements puissent rembourser ma mensualité de crédit et les charges. Ça veut dire que la partie de loyer que j'ai pas touchée de Monsieur X, c'est venu amputer mon cash flow net. Ça veut dire que c'est du cash flow qui n'est pas rentré dans ma poche. Mais par contre, pendant toute la durée, pendant ces 10 mois et plus, j'ai toujours pu assurer ma mensualité de crédit et les charges liées à cet immeuble grâce aux 2 autres locataires qui, eux, payaient leur loyer. Donc ça, c'est important. Quand vous achetez un bien immobilier, quand vous achetez, c'est ça qui est bien avec les immeubles, ou c'est ça qui est bien avec la colocation, essayez de vous arranger pour que s'il y a un colocataire en moins ou s'il y a un locataire en moins qui ne paye pas, essayez de vous arranger pour que le paiement des loyers des autres locataires assure votre mensualité de crédit et vos charges. Et moi, donc, c'était mon cas. Donc, première leçon à tirer, donc, trésorerie. Alors, la deuxième leçon à tirer, c'est qu'il faut au maximum avoir un appartement nickel. Enfin, quand je dis nickel, c'est en tout cas qu'il soit aux normes. Si vous faites de la location nue, assurez-vous que votre appartement soit vraiment aux normes. C'est-à-dire que si vous achetez un bien et qu'il n'y a pas encore de locataire, faites faire des travaux afin qu'il soit nickel. Si vous achetez un bien dans lequel il y a déjà un locataire, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire venir un artisan qui va regarder le logement et qui va voir si tout va bien ou pas. N'hésitez pas à demander au locataire en place s'il est content dans son logement, si tout va bien, est-ce qu'il y a des choses qu'il voudrait refaire. Parce que si c'est le cas, eh ben, vous pouvez toujours faire des devis et englober le montant des devis dans le montant de la transaction. Donc c'est plus facile, par exemple, si vous avez des fenêtres à changer dans un appartement, c'est plus facile de faire un devis et d'acheter l'appartement et d'englober le devis dans l'appartement, plutôt que d'acheter l'appartement d'un côté et 2 mois après, vous avez la fenêtre à changer et là, vous devez sortir des sous de votre poche. Donc faites bien attention à ça. Troisième leçon à tirer, du moins troisième leçon que moi je tire de tout cela, je remarque donc que lorsqu'on a un locataire qui ne paye pas et qu'on fait de la location nue, les procédures sont très longues. Et moi, dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que c'est le locataire qui est parti de lui-même, mais sinon ça aurait pu durer très longtemps. Donc du coup, maintenant que j'ai été, entre guillemets, échaudé, je suis plutôt tenté de faire de la location meublée pour mes prochains investissements, parce qu'en location meublée, je sais que si le locataire ne paye pas, c'est beaucoup plus facile de l'expulser. Du moins, généralement, ça se fait au bout d'1 an, alors que lorsque c'est en location nue, c'est beaucoup plus dur. Donc, on arrive au terme de cette vidéo, donc n'hésitez pas à la commenter, surtout dites ce que vous en avez pensé. Je vous invite également à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook, comme ça vous serez sûr de recevoir mes prochains partages immobiliers. Et je vous invite à partager cette vidéo à un ami, à un membre de votre famille. Si vous faites partie de groupes Facebook ou autres, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo dans les groupes, parce que c'est quelque chose aussi qui peut
peut-être aider d'autres personnes. Donc je vous invite à la diffuser massivement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier. Et n'oubliez pas que vous avez de la valeur.